les amis, bienvenue sur ma chaîne où je raconte des histoires de meurtres et mystères. Pour les nouveaux, bienvenue, je m'appelle Osnel et je suis là tous les mercredis et les samedis pour vous raconter les histoires les plus sordides, les histoires les plus what the fuck qui existent dans ce monde. Alors si tu passes par là et que mon contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche de notification et surtout à venir me suivre sur Instagram. Et pour les anciens, ouais, yeah, my babies, thank you. Merci de faire partie de l'aventure meurtre et mystère. Alors petit disclaimer avant de commencer, je tiens à vous rappeler que ce contenu s'adresse à un public averti, ce contenu est déconseillé au moins de 12 ans. Alors, avant de commencer cette vidéo, la vidéo sera un peu longue, donc je vais pas faire un long monologue. Je tiens juste à vous annoncer que, en fait, je change officiellement les jours, du coup, où je publie normalement mes vidéos. Alors, c'est censé être les mercredis et les samedis, mais je me suis rendu compte que, en fait, les samedis, il y a une vague de vidéos YouTube qui sont postées par plein de créateurs et je pense que en fait mes contenus se retrouvent un peu noyés en fait en dessous, donc je vais officiellement changer ça et ça va passer du coup à lundi et vendredi. Voilà, c'était juste la petite annonce que j'avais à faire au début de cette vidéo. Rentrons du coup dans le vif du sujet de cette vidéo. Alors aujourd'hui nous allons parler du décès, bizarre d'un petit garçon de 4 ans nommé Andrew Bird. Alors qui était Andrew Bird? Andrew était un petit garçon né le 28 juillet 2002 à Corpus Christi aux États-Unis et il était le fils d'une jeune fille de 16 ans, sa mère l'a eu à 16 ans et son père avait 17 ans. Du coup, alors peu après la naissance de Andrew, les services sociaux en fait vont faire leur entrée dans la vie en fait de l'enfant, tout simplement parce que quelques jours seulement après sa naissance, sa mère l'a emmené à l'hôpital pour se faire soigner parce que il avait le bras cassé. Like, what the fuck? Donc dès ce moment-là, les services sociaux en fait vont faire des visites régulières pour vérifier en fait que l'enfant n'était pas en danger à la maison, qu'il allait bien, qu'il était dans de bonnes conditions. Malheureusement, à seulement 2 ans et demi, les services sociaux vont récupérer Andrew et les parents de Andrew seront déchus de leurs droits parentaux. Pourquoi? Well, let me tell you. Alors par rapport au père, le père en fait il travail de ville, en fait il a jamais été là présentement pour son fils, donc forcément absent par défaut en quelque sorte, qui part à la chasse perd sa place comme on dit en quelque sorte. Par contre la mère c'est un tout autre cas parce que elle vivait non seulement avec sa mère à elle qui était une addicte comme elle, mais elle n'était pas addicte à un seul truc, elle était addicte à plein de trucs. Je cite: la mère et la grand-mère de Andrew vont reconnaître utiliser régulièrement, consommer régulièrement, je voulais dire, de l'alcool, de la méthamphétamine, de la cocaïne, du crack, du LSD, de la marijuana, des cigarettes et du Xanax. C'est pas un environnement potable pour un enfant. Tout simplement. Donc les services sociaux ont tout simplement estimé que l'enfant était en danger imminent dans cette maison parce que la mère défoncée, la grand-mère défoncée, l'enfant en fait peut se retrouver dans n'importe quelle situation qui pouvait être dangereuse pour lui. Donc ils ont récupéré l'enfant et les parents ont été déchus de leurs droits parentaux. Après ça, Andrew a été placé en famille d'accueil. Il sera en maison d'accueil jusqu'à ses 4 ans où il va faire la connaissance de sa future famille, les Overton. Alors, qui étaient les Overton? Let me tell you. Les Overton, il s'agissait tout simplement de Larry et Anna Overton et leurs 4 enfants qu'ils avaient à l'époque où ils ont rencontré Andrew. Alors, parlons un peu de Anna Overton parce qu'elle va beaucoup nous intéresser en fait dans cette vidéo. Anna Overton, née Anna Saenz, était la fille d'un révérend très connu de Corpus Christi, le révérend Benny Saenz. Alors Anna va avoir une vie totalement banale, une vie d'enfant heureuse, elle jouait, elle allait à l'école, elle faisait ce qu'elle avait à faire, etc. Jusqu'à ses 7 ans, c'est-à-dire en 1984, où son père sera arrêté et condamné pour le meurtre d'une jeune fille de 16 ans. Alors après le procès du père de Anna, qui a écopé bien sûr de 23 années de prison ferme, la famille, Anna, sa mère, ses frères, etc., ils ont décidé en fait de tout simplement quitter Corpus Christi et d'emménager dans l'est du
Texas. Donc après avoir emménagé dans l'est du Texas, ils ne vont pas revenir à Corpus Christi jusqu'à ce que en fait Anna soit âgée de 15 ans. À ses 15 ans en fait, ils vont revenir pour voir de la famille qu'ils avaient laissée à Corpus Christi. Et c'est en fait au cours de ce voyage, au cours de cette visite, que Anna va recroiser son ami d'enfance, Larry Overton. Et à partir de ce moment, ils sont devenus inséparables. Ils vont par la suite se marier au début de leur vingtaine et ils vont décider du coup de fonder une famille. Alors, fonder une famille, dans la tête de Anna, ça a toujours été clair et net. Elle voulait avoir 6 enfants. C'est non négociable. 6 enfants. Period. Le couple va par la suite, du coup, après avoir eu 4 enfants, décider en fait d'adopter un enfant avec des besoins assez spéciaux, voilà. Et au début, ils avaient entamé les démarches pour adopter une petite fille de 9 ans qui était sourde, mais en fait, je pense qu'ils ont tardé en fait dans le processus et une famille les a battus en fait, du coup, et la fille a été tout simplement adoptée par une autre famille. Donc ils étaient déçus, mais ils s'en sont remis un peu à la religion et tout ça, donc ils ne se sont pas inquiétés, ils ont dit qu'ils allaient continuer à chercher, etc. Donc on est en 2005, donc ils continuent leur petite vie de famille en 2005, voilà, ils vont travailler, enfin voilà, Larry va travailler, pardon, et Anna fait l'école à la maison aux enfants, c'est-à-dire que elle s'est organisée avec sa voisine d'à côté, du coup qui fait également école à la maison à ses enfants, et en fait Anna, du coup elle s'occupe de tous les enfants, c'est-à-dire de ses enfants et des enfants de la voisine le matin, et l'après-midi c'est la voisine qui prend le relais. Donc voilà, en gros Larry travaille et elle s'occupe de la maison, de l'éducation des enfants, etc. Donc ils continuent en fait leur petite vie comme ça tranquillement jusqu'à ce que à un moment donné en 2005, enfin il n'y a pas de date exacte donc je ne saurais vous le dire, mais à un moment donné en 2005, leurs 2 petits-enfants, en gros, quand ils allaient à l'église, du coup, il y avait les grands qui assistaient à la messe, et il y avait les enfants qui allaient, pour ne pas déranger la messe, du coup, ils allaient à l'étude biblique avec des responsables, en quelque sorte. Et les 2 petits-enfants, les 2 derniers enfants de Anna et Larry, eux, ils allaient, du coup, évidemment, à l'étude biblique des enfants. Et à cette étude biblique, ils vont rencontrer Andrew, 4 ans en fait, et ils vont se rendre compte que Andrew c'était un enfant qui avait un problème, il avait un retard de parole en quelque sorte, et à chaque fois que les responsables leur demandaient quels étaient leurs souhaits les plus chers, etc., Andrew disait tout le temps qu'il voulait avoir une famille, une vraie famille, du coup. Donc les enfants, après avoir entendu ça plusieurs fois, ils se sont rapprochés de Andrew, ils s'entendaient super bien, donc ils sont venus en fait dire à leurs parents que vous vouliez adopter un enfant, il y a un enfant du coup qui vient à l'étude biblique, donc Andrew venait à l'église avec sa famille d'accueil, donc les enfants vont dire à leurs parents que nous on aimerait bien que Andrew soit notre frère. Et c'est là que, en fait, voilà, Anna et Larry vont prendre l'initiative avec le pasteur, en fait, de l'église pour rencontrer, en quelque sorte, la famille d'accueil de Andrew et rencontrer Andrew par la même occasion. Donc, dès qu'ils vont rencontrer Andrew, ils vont se dire, en fait, ils vont se rendre compte que, en fait, c'est notre enfant, on veut l'adopter. Enfin, il n'y a pas de débat, c'est point d'exclamation, voilà, c'est notre fils. Donc, ils vont tout de suite entamer en fait les démarches pour adopter Andrew. Et dès le printemps, ils vont recevoir une réponse du coup des services sociaux qui vont leur accorder du coup leur demande d'adoption. Mais il va falloir que Andrew aille vivre chez eux pendant une période d'essai de 6 mois avant que l'adoption ne soit finalisée. Donc dès qu'ils ont reçu en fait cette réponse-là, ils sont allés chercher Andrew et Andrew a emménagé dans la maison familiale. Le truc c'est que au même moment où ils recevaient en fait cette réponse positive du coup par rapport à leur demande d'adoption de Andrew, ils se sont rendus compte que Anna était de nouveau enceinte. Du coup, Andrew allait être le 5e enfant et le bébé qui allait naître le 6e. En gros, le rêve de Anna se
réalisé. Alors au début, l'intégration de Andrew, c'était bien passé, tout se passait bien, la famille était heureuse en quelque sorte, mais petit à petit, en fait, le petit garçon apparemment aurait commencé à montrer un tout autre visage, c'est-à-dire que, par exemple, quand on lui demandait de faire des tâches, par exemple, je sais pas, faire ses lacets, ou aller déposer, je sais pas, ce gobelet là-bas, ou il répondait, je suis désolé, je ne peux pas. Donc bon, enfin, apparemment il ne l'obligeait pas, il se disait bon c'est pas grave, mais le couple va se rendre compte que en fait la situation devenait incontrôlable à partir du moment où Andrew est devenu obsédé par la nourriture. Il mangeait beaucoup et il voulait manger tout le temps, genre littéralement tout le temps. Andrew était devenu littéralement incontrôlable. Malgré ça, la petite famille continuait leur quotidien tranquillement jusqu'en septembre où les parents voulaient en fait intégrer les enfants en fait dans l'annonce du sexe du bébé qui allait naître. Donc forcément, ils sont tous partis en famille voir le gynécologue pour découvrir le sexe de l'enfant à naître, et ils ont découvert que ça allait être une fille, tout le monde était content, ils étaient olé olé, et sur le chemin du retour, Larry a été distrait, genre 1 seconde de distraction, et ils ont eu un accident. Ils ont eu un accident, tout le monde allait bien, sauf Anna, parce que elle s'est retrouvée en fait littéralement, c'était la seule qui avait des blessures physiques assez graves, je dirais, parce qu'en même temps faut noter qu'elle était enceinte, elle avait un problème à la mâchoire, elle a eu un problème à la mâchoire, elle a dû porter un collier cervical pendant des semaines, elle a dû être même alitée pendant plusieurs jours. Donc pendant le temps que Anna en fait s'en remettait de cet accident, parce que c'était la seule en fait, je dirais pas vraie victime, ils étaient tous victimes, mais victimes en mode physique de cet accident. Pendant qu'elle se remettait, elle était alitée, je vous rappelle, et voilà, elle était pas bien du tout, elle avait de grosses crises de douleur. Du coup, c'est sa voisine qui s'occupait des enfants matin et soir, parce qu'elle ne pouvait plus en fait s'occuper de l'éducation des enfants le matin. Je vous rappelle, elle était alitée. Puis c'est Larry qui s'occupait du coup pendant quelques temps de la nourriture, etc. Et il y a eu un jour, Larry a raconté qu'un jour, il faisait le petit déjeuner. Il y a Andrew qui était ce jour-là, il en voulait plus, il en voulait plus, il en voulait plus. Et Larry, au lieu de lui répondre non, il a continué en fait à lui cuisiner en fait des saucisses, des œufs. Et en fait, le petit garçon en a mangé tellement au point de vomir. Et c'était le but en fait de Larry, l'emmener en fait au point où il vomisse pour qu'il comprenne que à un moment donné, il faut qu'il s'arrête. Sauf que après qu'il ait vomi, il en a redemandé. Ce qui a fait qu'il a mangé à lui tout seul une grosse assiette de saucisses et plus d'une douzaine d'œufs, accompagnés évidemment de bagels, pain, etc. Une douzaine d'œufs. J'étais pas là, hein. Donc si ça s'est vraiment passé, pour un gosse de 4 ans, waouh. Ah oui. Ok, je ne juge pas parce que je sais qu'il y a des maladies qui font que il y a des enfants qui veulent manger tout le temps, mais en fait, ce qu'il raconte, c'est quelque chose qui apparemment il aurait développé après son adoption. Il a été en famille d'accueil pendant, je pense, 1 an et demi. Il n'a pas eu ces comportements-là, donc je trouve ça assez bizarre. Mais en même temps, ce qui va suivre après me pousse à penser que ce n'est pas faux. Vous allez comprendre. Donc après cet incident, ce jour-là, où en fait, il a mangé jusqu'à vomir, puis remanger, etc., Anna et Larry ont pris la décision en fait de prendre en main l'obsession alimentaire en fait de Andrew. Donc ils ont mis les babyphones dans leur chambre, etc. pour voir en fait s'il se réveillait la nuit pour aller manger, et ce que le petit garçon faisait. Donc ils étaient tout le temps en train de le surveiller, ils mettaient les trucs en hauteur, etc. C'était n'importe quoi. N'importe quoi, littéralement n'importe quoi, jusqu'au dimanche 1er octobre 2006. Ce jour-là, Larry et les autres enfants se sont rendus à l'église, et à la maison, du coup, il y avait Anna en fait qui récupérait toujours en fait de son état en quelque sorte, et
il y avait aussi Andrew. Le truc c'est que les autres étaient à l'église. Donc en gros, eux ils ont mangé le petit déjeuner à la maison. Ce qui était prévu, c'était tout simplement que Larry et les autres enfants sur le chemin du retour de l'église, ils passent par un restaurant qu'ils prennent à emporter et qui ramènent en fait le déjeuner à la maison pour tout le monde. Ça va pas se passer comme prévu parce que avant leur retour à la maison, Andrew va commencer à faire une crise parce que il voulait manger. Et qu'est-ce que sa mère va lui dire? Elle va lui dire tout simplement d'attendre que Larry et les autres enfants ramènent la nourriture à la maison. Quand elle lui a répondu ça, le garçon aurait pété un câble, il a fait une grosse crise, il est parti dans sa chambre, il a déféqué au sol, il a pris son colis qu'il a étalé sur son lit, sur les murs, sur son armoire, et voilà. Et peu de temps après, Larry est rentré avec les autres enfants du coup, donc ils l'ont nettoyé. Larry a pris ses draps qu'il a mis du coup à la poubelle, tout simplement. Il a lavé son lit, il a nettoyé les murs, il a nettoyé son armoire, voilà. Et en fait, pendant que Larry était en train de nettoyer tout ça, le petit garçon, à chaque fois, il allait sortir en fait ses draps de la poubelle. Et Larry les remettait dans la poubelle. Et il allait les ressortir. Et à un moment donné, ça va énerver Larry, au point où Larry, il met de l'essence dessus en fait, et il brûle en fait les draps tout simplement parce que là, il en pouvait plus, je pense. Tout simplement. Le soir arrivé, Larry a tout simplement installé en fait un lit de couchage dans le cadre de lit de Andrew pour qu'il puisse passer la nuit dessus. Du coup, en attendant que son matelas ne sèche, tout le monde est allé se coucher, tout le monde s'est endormi. Tout est allé tranquillement jusqu'au lendemain. On est le lendemain, lundi 2 octobre 2006. Ce matin-là, Larry il est parti du coup au boulot. Les autres enfants sont partis chez la voisine étudier, et à la maison il restait Anna, Andrew et l'autre fils, l'un des derniers enfants de Anna, Sébastien. Donc qu'est-ce que Anna va faire? Malgré le fait qu'elle était en pleine crise de douleur, elle va se lever, elle va nettoyer les enfants, elle va les laver, elle va s'occuper d'eux, elle va faire à manger, ils vont manger ensemble. Ensuite elle va les emmener du coup dans la chambre avec elle, et elle va s'allonger du coup pour se reposer. Elle va leur mettre la télé pour qu'ils puissent regarder des dessins animés. Donc à un moment donné, Anna s'est endormie du coup, mais elle s'est réveillée un peu plus tard. Et en fait, quand elle s'est réveillée, elle ne voyait que Sébastien à l'horizon. Elle ne voyait pas Andrew du tout. Et elle a été prise de panique. Elle s'est levée, elle s'est mise à le chercher en fait dans toute la maison. Et elle l'a retrouvé en fait au niveau de l'armoire en fait à épices. Là où il y a du sel, là où il y a... Enfin voilà, vous avez compris quoi. Et il était en train de manger en fait quelque chose. Et Anna ne se rappelle pas du tout de ce qu'il mangeait, mais en fait elle va fermer l'armoire et elle va lui demander en fait bouge, tu n'as pas à faire ça. Sauf que à ce moment-là, Andrew va lui dire en fait que il voulait manger, qu'il avait faim, et Anna en fait va lui demander mais en fait attends l'heure du déjeuner pour manger, attends midi pour manger. Andrew ne voulait pas entendre ça, il a fait une grosse crise, il est retourné dans sa chambre, il a déféqué au sol, il a refait tartiner, etc. etc. Anna a tout nettoyé, elle l'a nettoyé lui aussi, malgré tout ça. Et quand elle a fini de les nettoyer, Andrew est revenu la voir et lui a demandé à nouveau à manger. Et Anna lui a demandé, mais il reste peu de temps avant midi, attends pour manger à l'heure du déjeuner, parce que en fait ce que Andrew ne savait pas, c'est que Larry avait prévu de passer à la maison ce midi-là, de les prendre en fait tous les trois et de les emmener au McDo. Donc elle lui disait d'attendre pour manger à midi tout simplement. Et qu'est-ce que le petit garçon a fait? Il est reparti dans sa chambre, il a déféqué au sol, refaire son tralala, etc. Donc Anna va encore une fois le nettoyer, etc. Et comme il va réclamer de la nourriture, Anna va lui servir de la soupe en fait qu'il y avait au frigo. Du coup, pour le calmer, donc elle va lui servir la soupe en guise de déjeuner. Peu de temps après, du coup, Larry va rentrer et il va tous les emmener au McDo. Mais une fois arrivé au McDo, Andrew n'avait pas le droit d'avoir sa propre assiette. Tout simplement parce qu'il avait déjà mangé la soupe. Donc il pouvait piquer dans l'assiette des autres, mais il n'avait pas le droit d'avoir son propre menu.
il n'a rien dit, ça ne l'a pas dérangé. Je pense que voilà, ça ne le dérangeait pas, je pense, et il ne l'aurait pas laissé non plus sans lui donner une moitié de burger. Donc franchement, je ne pense pas que il l'ait affamé. Mais en tout cas, ils sont partis au McDo, voilà, ils ont mangé et ensuite ils sont partis chez le chiropracteur pour Anna du coup, et ensuite Larry les a redéposés à la maison avant de repartir au boulot. Donc peu de temps après qu'ils ne soient rentrés en fait de leur trajet au McDo et chez le chiropracteur, Andrew va revenir à la charge et dire à Anna qu'il voulait manger du coup, et Anna elle ne va rien dire, elle va lui resservir de la soupe qu'il va manger. Et il va en redemander et Anna va lui dire non. Donc il va taper une crise. Donc Anna en fait, dans le but en fait de le dégoûter pour que il arrête en fait tout simplement d'être obsédé par la nourriture, elle va prendre de l'eau dans laquelle elle va mettre en fait des épices antillaises en quelque sorte et elle va lui donner. Et apparemment il l'aurait bu et il en a réclamé encore. Sauf que en fait quand il en a réclamé encore, Anna elle a été claire. Là elle lui a dit non. Point final. Donc il va retaper une crise pendant 20 à 30 minutes. Et ensuite, il va devenir tout calme. Et c'est là que cette histoire va virer à la tragédie qui s'est passée. Donc après qu'il ait fait sa crise et qu'il se soit calmé, en fait, il ne s'était pas calmé parce que il abandonnait son idée qu'il voulait manger. Il s'est calmé en fait parce que il a commencé à se sentir mal. Et il disait maman j'ai froid, et il grelottait, il allait pas bien, il s'est mis à vomir. Donc Anna en fait elle s'est dit ça ressemble à des symptômes en fait de la gastro tout simplement. Quand Larry va rentrer aussi, vous vous rappelez ils ont des enfants quand même, voilà, c'est pas des... donc Larry aussi, ils vont se dire, bon, c'est pas grave, ça ressemble aux symptômes de la gastro. Sauf que en fait, ils vont commencer à s'inquiéter, mais s'inquiéter grave, au moment où Andrew va commencer à avoir du mal à respirer. C'est là qu'ils vont faire le choix entre, est-ce qu'on prend la voiture, on l'emmène à l'hôpital, ou est-ce qu'on appelle une ambulance? Ils se sont dit, en fait... l'emmener à l'hôpital c'est plus rapide que d'appeler une ambulance tout simplement. Donc ils l'ont emmené à l'hôpital. Et le truc c'est que à quelques mètres de l'hôpital, Andrew a arrêté de respirer. Donc Anna lui a fait un massage cardiaque et ensuite les médecins ont pris le relais et ils ont réussi à le réanimer. Mais il est rentré en fait dans un état comateux dans lequel il va rester jusqu'à son décès le 3 octobre 2006 à 21h30 précise. Donc pendant qu'il était à l'hôpital et après son décès, voilà, ils ont fait des analyses, il y a eu l'autopsie aussi. Les analyses ont révélé tout simplement qu'il avait une forte dose de sodium dans son organisme. Donc ce qui se traduisait tout simplement par le fait qu'il ait consommé en fait une très forte dose de sel en quelque sorte. Donc là les gens ils vont commencer à se poser des questions. Donc les policiers eux ils sont tout de suite partis en fait sur une enquête en mode empoisonnement au sel. Pourquoi? Parce que au moment où il parlait, il discutait avec Anna, elle a oublié des détails. Elle a oublié de vous donner des détails parce que en fait, elle avait son fils adoptif qui était en train de mourir à l'hôpital et elle voulait être en fait à ses cheveux. Elle a oublié des détails et apparemment aussi, elle avait pas l'air assez triste. Ok. Quand j'ai lu ça, j'ai été en colère. Pourquoi j'ai été en colère? Il y a une différence entre une personne froide et une personne qui a du mal en fait à exprimer ses émotions. Ou une personne qui est tellement dans les émotions au point où en fait il en devient engourdi. Je connais ça. Le fait d'être tellement émotif au point où tu deviens engourdi, genre tu ne ressens plus rien du tout. Elle était enceinte et son fils était dans le coma à l'hôpital. Vous vouliez quoi en fait? Qu'elle commence à se rouler par terre pour que on voit que voilà, non mais qui sont ces gens-là qui ont le droit en fait d'estimer à quel point tu dois être triste pour que tu ne sois pas suspect? Je précise qu'il y a une différence entre des gens qui sont froids, des gens des psychopathes, et des gens qui ont du mal avec les émotions. Quand j'ai perdu ma tante, je ne paraissais pas triste, mais j'en ai souffert pendant des années, et j'en ai beaucoup souffert. Je suis quelqu'un, je n'aime pas montrer mes émotions parce que pour moi montrer ses émotions égale faiblesse, tout simplement. Donc il y aura des situations où tu vas voir tout le monde en train de pleurer, en train de se rouler par terre, et je vais être là en train de rationaliser le truc en mode voilà, j'accepte, ça devait se passer comme ça en fait, j'accepte.
Mais ça ne veut pas dire que à l'intérieur, ça ne me tue pas. Ça me tue à l'intérieur. Mais je n'arrive pas. J'ai du mal avec les émotions. Alors moi, les émotions, c'est soit je suis complètement en bas, totalement down, soit je suis en haut, genre vraiment en colère, enfin, je ne connais pas de juste milieu. Donc, qui sont ces gens-là qui ont le droit de décider à quel point, en fait, tu dois être triste pour ne pas être suspect? Let that sink in. Bref, revenons à notre histoire. Donc, pendant que les enquêteurs, en fait, ils construisaient leur dossier sur le fait que, en fait, Larry et Hannah étaient forcément coupables parce qu'ils étaient pas assez tristes pour eux. Il y a des médecins, en fait, qui ont émis en fait la théorie tout simplement qui est que le jeune garçon pouvait souffrir d'une maladie en fait. Je sais que ça existe, je sais plus comment ça s'appelle, mais en fait ils vont dire qu'il pouvait souffrir en fait d'une maladie qui le poussait en fait à vouloir manger tout le temps, et c'est pas qu'il voulait manger tout le temps parce qu'il avait faim, mais parce qu'ils devaient manger, tout simplement. Mais ça ne va pas intéresser les flics. Parce que ils sont pas assez tristes. Ils sont pas assez tristes. Moi, je me pose des questions. Je me dis, si ce couple voulait vraiment se débarrasser de l'enfant, l'étape adoption n'était pas terminée. Ils avaient encore le droit, en fait, de se rétracter en mode de leur... Vous voyez ce que je veux dire? Donc, qu'est-ce que ça leur apportait de le tuer, de l'empoisonner au sel? Just asking. Donc évidemment, pendant que ils ont décidé que Larry et Hannah étaient coupables, donc forcément ils bâtissaient leur enquête dans cette optique-là. Ils ont tout fait en fait pour retirer la garde des autres enfants du couple. Ils leur ont retiré la garde de leurs enfants. Ils ont placé les enfants. Et ils sont allés jusqu'à, dès la naissance du nouveau-né que Hannah portait dans son ventre, dès sa naissance, elle n'a même pas eu le droit de prendre son enfant dans les bras, du tout. On lui a tout de suite retiré. Donc les enfants ont été initialement confiés aux parents de Hannah, du coup à sa mère et à son beau-père. Puis Larry, lui, il a bénéficié d'un accord avec le procureur, du coup, ce qui a fait que, plus tard, il a pu récupérer la garde des enfants. Les parents de Hannah lui ont rendu, tout simplement, les enfants. Ils ont tout fait légalement, avec l'accord des services sociaux. Hannah, quant à elle, elle a été jugée dès août 2007. Donc pendant son procès, beaucoup de gens vont témoigner. Il va y avoir beaucoup de témoignages. Il va y avoir par exemple le témoignage de l'ancienne famille d'accueil de Andrew, qui vont témoigner tout simplement que, à part en fait son retard de parole, il n'avait aucun autre trouble du comportement quand il était avec eux, donc il ne comprenait pas en fait ce que Larry et Hannah décrivaient en quelque sorte. Et Hannah, elle aussi, va finir par témoigner du coup. Mais en fait, ce procès, quand j'ai lu en fait les archives, etc., tu comprends très rapidement que avant que Hannah, parce qu'elle a été la dernière personne à témoigner, avant qu'elle ne témoigne, c'était déjà clair dans la tête du jury qu'elle était coupable. Voilà, elle était coupable. Period. Dot. Donc son procès, qui a duré 3 semaines, va se terminer avec le verdict qui est tout simplement que elle était déclarée coupable de meurtre capital pour ne pas avoir fait le nécessaire pour sauver la vie de Andrew. En gros, en fait, dès que il s'est mis à grelotter, etc., elle aurait dû l'emmener à l'hôpital. Mais c'est une maman. Si elle disait que ce qu'il avait comme symptômes ressemblait à des symptômes de gastro, en fait, quand vos enfants commencent à présenter des symptômes de gastro, tu ne l'emmènes pas tout de suite chez le médecin en mode va chez le médecin, ou je sais pas, voilà. À la rigueur, tu prends rendez-vous chez ton médecin traitant, mais tu ne l'emmènes pas aux urgences. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc j'ai trouvé ça un peu ça n'a pas de sens du tout, mais bon, pourquoi pas. Donc comme je le disais, elle a été déclarée coupable de meurtre capital et elle a tout simplement été condamnée à la prison à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle à la fin de son procès. Et quand on se dit que cette histoire se termine, non, il y en a encore. Il y en a encore, parce que Hannah va faire appel sur appel. Et en 2010, elle va tomber sur un médecin, du coup, qui a fait une étude, en fait, qui a prouvé, tout simplement, qu'il y a une certaine maladie qu'on appelle Pica. Du coup, c'est une maladie que des enfants entre 1 et 6 ans développent, surtout en fait quand ils ont été dans un contexte de famille d'accueil, etc. La plupart des enfants qui ont développé ça venaient
de famille d'accueil. Ce médecin va reprendre en fait tous les éléments du dossier et il va affirmer une chose que j'ai trouvé que c'était très important, que la prosécution n'a pas laissé en fait les experts expliquer au jury parce que en fait voilà, ils étaient partis pour que Anna soit déclarée coupable tout simplement. Il va déclarer que Anna l'ait emmenée à l'hôpital dès que il s'est senti mal ou pas. Andrew avait 0 chance de survie. Pourquoi? Parce que en fait, la seule chose qui pouvait l'aider en fait pour diluer en fait ce sodium qu'il avait consommé du coup, c'était de l'eau. Et si quelqu'un avait fait quelque chose de mal, par exemple, et que voilà, on voulait, le but c'était de le tuer, on l'aurait peut-être empêché en fait de boire de l'eau parce que il s'est mis à ressentir les symptômes bien plus tôt. Et dans son système, dans son organisme, ils ont retrouvé beaucoup d'eau. Donc le médecin va affirmer que il avait accès à de l'eau. Il a bu de l'eau pour essayer de se sauver. Mais en fait, il n'avait aucune chance, mais aucune du tout, d'être sauvé. Après ça, il va y avoir pas mal d'éléments qu'ils vont rajouter du coup pour faire appel. Et malgré tous ces éléments, on va attendre jusqu'à 2014 pour que une cour d'appel ne décide tout simplement d'annuler le procès de Anna. Donc son procès a été annulé, donc elle a été du coup libérée, du coup voilà, sortie de prison tout simplement. Et je ne pense pas que la prosécution, enfin s'ils avaient l'intention de refaire un autre procès, ils auraient essayé, mais je ne pense pas que ils le feront parce que déjà un procès ça coûte de l'argent en fait à l'État, tout simplement. Un procès dans lequel ils ont beaucoup de chances de perdre, tout simplement, parce que il y a eu des policiers, par exemple, qui ont travaillé sur cette affaire, qui ont été en fait dégradés par rapport à des histoires de corruption. En gros, il y a des problèmes de fiabilité, etc. Donc, je pense que la prosécution ne va rien tenter à nouveau. Mais Anna a été compensée. Ils lui ont payé 600 000 $. Du coup, elle a retrouvé son mari et ses enfants à sa sortie de prison, et peu après sa sortie de prison, elle a donné naissance à son 6e enfant comme elle l'a toujours rêvé. Et je vais vous dire un truc que Anna a dit, que j'ai trouvé, voilà. Elle a dit, si c'était à refaire, le fait d'adopter Andrew, elle l'aurait refait sans hésiter. Parce que pour elle, Andrew, c'était son fils. Donc, on ne sait pas comment Andrew, en fait, s'est retrouvé avec ce niveau de sodium dans son organisme. Soit c'est dû à cette maladie Pica, du coup, qui fait augmenter, en fait, le taux de trucs dans l'organisme, etc. Soit il a consommé du sel. Mais en tout cas, la mort de ce jeune garçon était pour moi accidentelle. Et c'est triste en fait qu'on ait arraché une maman à ses enfants pendant 7 ans. 7 ans, ouais. C'est vraiment triste parce que en fait, on voulait à tout prix déclarer quelqu'un coupable. J'aime pas quand la justice va dans ce sens. J'aime pas ça. Je vais m'arrêter là. Donc voilà les amis, l'histoire d'aujourd'hui. On se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle histoire. En attendant, je vous souhaite une bonne journée. Portez-vous bien et faites de bons choix. Bye guys.